Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Strength and Mobility Podcast. Je m'appelle Hugo, je suis votre hôte et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode en compagnie de Benjamin. Benjamin, salut. Hello mon gars, la forme? Ben, écoute, très très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Benjamin, pour ceux qui ne Merci. connaissent pas, c'est bs.coaching sur Instagram. Et du coup, je vais te laisser un petit peu te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais comme métier, et où est-ce que tu le fais surtout. Ouais, bah écoute, comme tu l'as dit, moi c'est Benjamin, j'ai 25 ans, éducateur sportif sur Bordeaux. Et on est 5 coachs du coup, donc 4 préparateurs physiques et Anthony qui est préparateur mental. Ok. Et c'est vrai qu'on est une équipe du coup qui se complète plutôt bien, chacun sa spécialité et c'est vrai qu'on est plutôt bien tous ensemble. Cool. Donc, par exemple, là, si moi demain je suis un athlète de haut niveau dans telle ou telle discipline, je vais peut-être aller jongler entre tel ou tel préparateur histoire de. C'est ça. Après, chacun ses spécialités. C'est surtout Anthony et Adrien qui s'occupent du côté pôle performance, donc tout ce qui est préparation physique d'athlètes de haut niveau. Mhm. Et on va dire que Nico, Étienne et moi, on est plus coaching privé et athletic training, donc small group training, euh, lambda entre guillemets, en tout cas pas destiné à la préparation d'athlètes de haut niveau, quoi. D'accord. Et du coup, ben, bon, là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment toi. Donc, toi, c'est quoi un petit peu ton activité en tant que coach? Qu'est-ce que tu donnes comme genre de cours et surtout, à qui est-ce que c'est destiné? Alors moi, je t'avoue que pour l'instant, en tout cas, je m'occupe principalement des profils type, entre guillemets, avec les objectifs type perte de poids, prise de masse musculaire, sport, bien-être, etc. Donc je m'occupe pour l'instant, en tout cas, peu du côté performance des athlètes de haut niveau. Mhm. Moi, en gros, si tu veux, comment je fonctionne au niveau de mes coachings, euh, j'essaye d'incorporer finalement ce côté athlétique donc, qu'on peut retrouver chez les athlètes vraiment de haut niveau, Mhm. mais à monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que si, par exemple, ton objectif est de perdre du poids, je ne vais pas me contenter simplement, bête et méchant, de te faire faire du cardio en te disant de limiter ton apport calorique, etc. Je vais Mhm. vraiment chercher à te faire évoluer comme le ferait un athlète de haut niveau, finalement, et incorporer toute cette pratique athlétique, vraiment, même chez la personne débutante, on va dire, en tout cas. D'accord, pour vraiment avoir cette approche globale et pas que sur la forme, mais aussi sur le fond, c'est ça, hein, en gros. C'est ça. En gros, j'essaie vraiment de faire en sorte que mes élèves, peu importe leur objectif de base, même si Mhm. évidemment l'idée c'est d'atteindre ces objectifs, l'objectif par exemple de perte de poids, autant que possible, je vais incorporer dans les séances de quoi te faire progresser aussi sur ta souplesse, de quoi te faire progresser sur ta mobilité, sur ta force en général, sur vraiment tous les aspects qui te permettent finalement d'être en bonne santé et d'être en forme, quoi. Ok, très bien. Bah, c'est bien d'avoir cette approche un peu pluridisciplinaire, surtout dans le métier de coach où c'est assez souvent, on va dire, standardisé et que sinon, tu es très vite on va dire, un coach de perte de poids, un coach de C'est mobilité, un ça. coach de machin. Du coup, c'est pas mal Exactement. d'avoir un profil un peu pluridisciplinaire. L'idée, c'est ça, comme tu dis, c'est de vraiment mélanger un petit peu toutes les casquettes et servir de tout hein, pour être le plus en forme possible et le plus complet, on va dire, possible. C'est un terme assez vague, assez bateau, hein, comme on peut dire, mais c'est un terme qui décrit bien ce que je recherche en tout cas. Ouais, c'est ta philosophie. Et tu m'as parlé un petit peu de souplesse. Bon, moi, c'est un truc dans lequel je me spécialise un petit peu, on va dire, en partie. Et est-ce que tu trouves qu'il y a des déficits, des problèmes de souplesse qui reviennent assez souvent chez monsieur, madame, tout le monde? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment que tu as toujours et toujours et toujours et toujours à travailler? C'est exactement, ben, on le sait plus ou moins bien, mais surtout chez nous en Occident. Mhm. euh, pour la majorité, depuis tout petit, on est assis derrière un bureau, on est assis en cours toute la journée, etc. Euh, Clairement, un gros manque de mobilité et de souplesse de toute la chaîne postérieure, un Ok. manque flagrant de mobilité au niveau des chevilles, ça c'est indéniable. Et c'est vrai que c'est un des tests que je fais faire en général, d'ailleurs dès la première séance à mes élèves. C'est un petit test de mobilité de cheville pour voir s'ils sont capables ou non, ne serait-ce que de descendre en squat profond. Euh, Vraiment sans être déséquilibré, etc. Et on se rend compte dans la majorité des cas, si ce n'est 100% des cas, que c'est pas possible. Descendre en squat, vraiment, cul par terre, comme on appelle, ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Ouais. Ce qui est assez Ouais. dommage finalement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que tu crois qu'il y a. Parce que bon, souvent, alors l'excuse, je sais pas si c'est vraiment une excuse, mais souvent on dit que ben,
il y a des gens, des profils, voire des génétiques qui sont quand même plus faits pour squatter. On parle par exemple des Asiates, etc. Et est-ce que tu Oui, crois que dans le cadre des Occidentaux, c'est. Alors, il y a deux trucs, soit un plus génétique, par exemple les longueurs de segments, etc., soit plus une question culturelle, habitude, ou un mix des deux, parce que ça peut être les deux aussi, tu vois. ça peut clairement être un mix des deux. Je pense que malgré tout, c'est comme tu dis, hein, c'est le côté culturel et habitude qui Mhm. font que aujourd'hui, en tout cas en France et en Europe, en Occident en tout cas, on a énormément de mal à pouvoir, entre guillemets, s'asseoir, ne serait-ce que sur ce fameux exemple type de squat cul par terre. Et ça se retrouve un petit peu partout. Ça se retrouve aussi dans la mobilité d'épaule, force d'être assis, tu sais, tout le temps derrière l'ordi, derrière le bureau, etc., épaule en avant. C'est vraiment, je pense, beaucoup plus une question d'habitude qu'une question anatomique ou morphologique. Ça peut être un mélange des deux, mais c'est principalement, je pense, lié à nos habitudes. Ok, bon, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que souvent, moi, j'ai des débats avec plein de personnes qui. Il y a souvent comment dire, une sorte d'excuse, tu vois, derrière le fait, moi, je suis pas fait pour ça, moi, j'ai les segments longs, moi, j'ai les machins. Alors, forcément, hein, comme tu viens de le dire, il y a de ça aussi, mais c'est pas forcément une fatalité. Et la facilité, on va dire. En Hmm. général, je te dis ça, mais je suis passé par là aussi, hein. À l'époque, je le suis un peu moins maintenant, mais j'étais très très raide. Je ne m'étirais jamais. J'avais clairement un manque de souplesse, un manque de mobilité. Et je me trouvais des excuses. Ouais. Impossible pour moi de squatter cul par terre, ne serait-ce qu'au poids de corps. Je tombais directement en arrière. Mhm. Et tu as deux solutions. Soit tu te cherches des excuses et tu te trouves des excuses, ou alors tu te remets en question et tu travailles pour pouvoir progresser à ce niveau-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et pour te dire du coup que c'est principalement une question d'habitude, puisque avec le travail, avec le temps, tu finis par progresser. Donc c'est clairement une question d'habitude. Clairement, clairement. Et du coup, là, tu nous parles un petit peu de ton évolution, mais pour revenir à ton passé sportif, en gros, t'es passé par quoi comme sport? Ça fait depuis combien de temps? Est-ce que tu étais vraiment grand sportif quand tu étais gamin ou... Alors moi, du coup, j'ai principalement fait du judo. Donc j'ai commencé très tôt, j'en ai fait quelques années, mais j'ai vite arrêté. Ok. Et pendant des années, j'étais sportif, on va dire, un petit peu comme tout le monde, tu sais, comme tous les jeunes qui vont faire du sport dehors avec les amis, un peu de foot par-ci par-là, mais jamais de sport en club, jamais de haut niveau, jamais de compétition. C'est vraiment qu'à l'âge de 17 ans que j'ai repris le judo et où là, du coup, je me suis vraiment mis à fond, entre guillemets, dans le sport, dans le judo, dans l'optique de performance, de compétition, etc. Et Mhm. si tu veux, de mes 17 à mes 22 ans, j'ai fait du judo en cherchant la performance. Donc, Ok. judo, préparation physique, etc. Évidemment, je n'ai pas commencé avec toutes les bonnes bases et tout le bon savoir que je peux avoir Malheureusement, aujourd'hui. bah oui. Mais ouais, du coup, 5 années, on va dire, de judo relativement intense. Ok. Et par la suite, 6 mois de gym. Donc, c'est relativement court, mais 6 mois de gym qui m'ont vraiment pas mal apporté dans ma façon de m'entraîner, dans ma façon d'amener mon coaching dans mes relations avec mes clients, etc. Donc, ouais, du judo et 6 mois de gym qui, mine de rien, m'ont pas mal apporté. Ouais. Ok. Et c'est-à-dire qu'ils t'ont apporté la manière de construire ta séance, la manière de comment C'est ça, travailler. finalement. Finalement, dans le judo, du coup, ma préparation physique, en tout cas liée au judo, se passait principalement et uniquement avec de la charge additionnelle. Ok. Et en gym, j'ai pu découvrir tout ce qui est travail au poids de corps, Ah oui, mais d'accord. bien plus poussé, avec une optimisation de la mobilité, chercher vraiment à être le plus fort possible, dans la plus grande amplitude possible, et tout ce qui est travail de poids de corps, d'explosivité au poids de corps, etc. Donc, dans ma pratique perso, et puis du coup, forcément, ça se retranscrit sur mes coachings. Ouais. Et maintenant, tu sens qu'il y a une réelle différence enfin, sur la manière dont tu t'entraînes, que tu t'allies les deux, peut-être, c'est ça? Exactement, j'allie les deux, ouais. Et finalement, c'est un combo qui réussit plutôt bien, ouais. Ouais. Par exemple, là, si on disait, allez, on fait une séance type avec Benjamin, ce serait quoi? En grosso modo, hein, c'est pas pour dire Grosso que c'est modo, ce parfait, mais serait un échauffement type gym d'ailleurs, un ok. petit échauffement basique entre guillemets où on va travailler tout ce qui est ceinture abdominale, ceinture scapulaire et psoas aussi, de Ok. manière spécifique au poids de corps. Ok. Ça prend même pas une dizaine de minutes, hein. Euh, un travail d'équilibre sur les mains, par exemple, c'est plus ou moins poussé suivant ton niveau, suivant tes capacités, etc. Mais un travail axé gymnique, on va dire, en échauffement. Et après, du coup, par contre, où là, dans ma séance, je vais incorporer des mouvements un peu plus
en force, en charge, avec des charges additionnelles, type développé couché à la barre, squat à la barre, soulevé de terre à la barre, etc. Un mélange des deux, finalement, de poids de corps et de charges additionnelles pour vraiment être. En tout cas, moi, ça me réussit bien, ça se retransmet bien dans mes coachings. Et puis voilà, l'idée, c'est de toucher à tout. Ouais, Dans autant que possible, la plus grande amplitude possible sur chaque mouvement. bien sûr, c'est ça. Mais souvent, c'est quand même lié, on a beau dire ce qu'on veut, entre la gym et ce côté travail de mobilité, développement de l'amplitude, etc. On retrouve quand même très souvent une corrélation entre un bon gymnaste au poids de corps et un mec qui a quand même de très bonnes amplitudes, en tout cas enfin, j'allais Ouais. dire qu'au haut du corps, mais même au bas du corps. C'est quand même c'est bluffant. C'est quoi selon toi? C'est la manière dont il s'entraîne, ce côté, Je pense, ce qu'il recherche. je pense que c'est surtout leur corps qui s'est habitué au final à travailler dès le début dans une amplitude complète. Moi, si tu veux, quand j'ai commencé le judo et quand j'ai commencé ma prépa pour le judo, je m'entraînais mal, on va dire, entre guillemets, dans le sens où je me limitais et je me trouvais des excuses. Je me disais, bon, voilà, j'ai pas forcément besoin de travailler en amplitude complète. Mhm. Alors, ça, on le sait maintenant, autant que possible, plus tu es fort sur une amplitude qui est importante, euh, moins tu as de risque de te blesser et plus tu es fort, tout simplement. Mhm. C'est-à-dire que cette fameuse idée reçue, par exemple, où le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied au squat, c'est un exemple parmi tant d'autres. On sait aujourd'hui que, au contraire, plus tu vas être fort sur ton amplitude complète où ton genou arrive à dépasser la pointe de pied, plus tu seras fort sur tous les mouvements que tu fais et moins tu auras de risque de te blesser, quoi. Ouais, et puis on voit même au contraire il y a des liens entre la capacité du quadriceps à s'étirer et à générer de la force. Donc forcément, il y a cet effet déjà élastique. Tac. Exactement. Sur ça, comme sur plein d'exercices. Hein. Mais détrompe-toi, il y a encore des gens qui pensent ça. Hein. Moi, j'en rencontre Oui, parfois des collègues qui sortent des âneries comme ça. Alors, ânerie, c'est pour rire, hein, mais oui. la preuve que voilà, c'est un truc qui peut-être même des personnes qui vont nous écouter, qui penseront Qui ne que, seront pas d'accord avec nous. qui seront pas d'accord. C'est, c'est une idée reçue qui perdure. Après, là, on a cette certitude aujourd'hui que clairement, c'est une idée reçue. Les idées reçues ont la vie dure. Il y a de très bonnes études qui ont été faites. Si je les retrouve, je les mettrai dans la description si jamais vous regardez cet épisode sur YouTube. Petit rappel d'ailleurs, l'épisode sera présent sur deux plateformes. Il y aura et Spotify, si vous voulez juste entendre le doux son de nos voix, et aussi sur YouTube, si vous voulez voir nos jolis minois. D'accord? N'hésitez pas à checker les deux. N'hésitez pas d'ailleurs à les partager si ça vous plaît. Et on est reparti. Du coup, moi, je voulais savoir, parce qu'un truc qui m'a vraiment plu chez toi, c'est que tu avais ce côté, comme tu l'as dit jusqu'à présent, quand même mobilité. Genre, t'aimes beaucoup, tu as ce côté, bon, ben, toujours, bon, force, puissance, voilà, les différentes qualités athlétiques, mais aussi ce côté Mm. amplitude, mobilité. Déjà, d'où ça t'est venu? Est-ce que c'était vraiment que la gymnastique ou est-ce que tu as eu d'autres influences? Et de deux, comment tu l'incorpores? Est-ce que tu fais ça sous forme d'étirement aussi ou est-ce que c'est vraiment que en mode musculation que tu allies les deux en fait vraiment en mix? Alors, si tu veux, moi, du coup, premièrement, comment j'ai amené ce travail, en tout cas personnel, j'ai d'abord commencé par des étirements basiques, purs et durs, donc des étirements passifs. Je manquais cruellement de souplesse quand j'ai commencé. Mhm. Et c'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que c'est quand j'ai arrêté le judo que j'ai commencé à travailler ma souplesse. Au Ok. judo, j'étais tout sauf souple. C'est paradoxal parce que judo, ça veut dire la voie de la souplesse. Hein. Mais bref. Et j'ai vraiment commencé à faire ce travail sur moi quand j'ai arrêté le judo, principalement parce que je me sentais raide, quoi qu'il arrive dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai pris énormément de muscles par rapport au départ. J'ai pris une dizaine de kilos de masse musculaire relativement sèche. Et, euh, et même si du coup, forcément, j'ai pris en force, etc., je me sentais limité dans mon mouvement, je me sentais gêné dans ma vie de tous les jours. Et je me disais, c'est pas normal. Et en arrêtant le judo, même si je continue plus ou moins le sport performance, entre guillemets, je me suis un peu plus attardé au sport bien-être, sport santé. Et D'accord. l'idée de me dire simplement que je veux vieillir en bonne santé, je veux vieillir sans avoir de douleur tous les jours. Mhm. Et c'est d'abord par là que c'est arrivé. Donc j'ai travaillé ma souplesse en statique, de manière passive, un peu étirement lambda, on va dire. Mhm. Et plus j'ai progressé là-dessus, moins j'arrivais à progresser au final à terme, puisque forcément, ça a ses limites.
Et du coup, j'ai travaillé aussi sur ben, ma recherche sur comment continuer de progresser toujours un peu plus. Et là, j'ai commencé à incorporer des exercices de mobilité avec charge. J'ai commencé à faire du squat en amplitude complète. Mhm. Et rien que faire du squat en amplitude complète, au final, c'est ce qui t'aide à avoir un squat en amplitude complète. Carrément. Ça paraît assez débile dit comme ça, hein. Ça aide. Mais plus tu vas faire ton mouvement dans la plus grande amplitude, plus ton corps va s'habituer, plus tes tendons, plus tes tissus vont s'habituer, évidemment en fonction de tes capacités, hein. Mhm. C'est-à-dire que le squat que je pouvais faire en amplitude partielle à l'époque, quand je l'ai descendu en amplitude complète, évidemment, les charges se sont fortement diminuées, C'est mais sûr. au moins j'ai habitué petit à petit mon corps à travailler dans une amplitude qui n'avait pas l'habitude. Et c'est comme ça, au fur et à mesure du temps, que ça progresse. Après, oui, comme tu dis, il y a eu on va dire des sources extérieures. En tout cas, je me suis beaucoup inspiré d'autres coachs, d'amis d'ailleurs, Mhm. qui sont avec moi d'ailleurs chez Expert Sportif. Mais j'ai eu des influences ouais, en coach principalement. Adrien, qui est chez nous, Expert Sportif, qui s'occupe de la préparation physique d'athlètes de haut niveau. Il y a principalement, que tu connais aussi, je crois, The Motion Guy sur Instagram, Ouais, Nicolas Depaoli, carrément. qui, qui amène aussi ce côté complet, on va dire, mobilité, etc., dans ses entraînements. Mhm. Et puis là, je reviens juste sur ce que tu as dit par rapport au squat. C'est sûr, en plus, moi, je vois que des avantages à. Alors bon, je suis pas forcément fervent défenseur du réduire la charge pour mieux faire exercice tout le temps, parce que parfois, c'est pas forcément justifié, tu vois, selon Bien moi. sûr. Mais le point sur lequel je suis carrément d'accord, c'est que dans tous les cas, si tu augmentes l'amplitude, tu as quand même intérêt à baisser la charge parce qu'on sait très bien euh, que ben, les tissus tendineux, les ligaments, les articulations, etc., vont mettre beaucoup plus de temps à s'adapter dans tous les cas. C'est vrai. Donc, c'est sûr, on pourrait faire des demi-squats à vie et commencer à mettre des charges monumentales. Mais bon, de un, forcément, bah, tu seras pas fort le jour où alors, si c'est en prépa dans le sport, on va dire, le jour où je sais pas, où tu es en lutte et que tu es en squat complet, voilà, parce que tu es contre ton adversaire, ben là, tu peux forcer, mais il n'y a rien qui va se passer parce que tu n'es pas aussi fort. Mhm. Ou alors, juste le fait de, en gros, les tendons, eux, vont pas grossir et se renforcer aussi rapidement que les muscles. Aussi, Ça, c'est un fait. c'est ça. C'est Ça, ça. c'est un fait. Du coup, le fait, dans tous les cas, de baisser la charge et de les habituer à être exposés à des amplitudes plus importantes, forcément, ça aidera. Donc, c'est super intelligent comme approche. Et Exactement. De toute façon, c'est comme dans tous les entraînements, même si tu travailles uniquement musculairement, en tout cas, dans ton hypertrophie, par exemple, l'objectif, c'est la mise en charge progressive, tout simplement, hein. Donc, c'est vraiment au fur et à mesure, au fil des jours, des semaines, des années, que tu progresses en adaptant, en rajoutant petit à petit de la charge. C'est exactement le même principe pour tes tendons, pour tes articulations. ouais, ouais, ouais. Carrément, carrément. Et par rapport au deuxième point sur lequel je voulais revenir, donc tu m'as parlé de quelques influences, notamment Nico, etc. Il y a un truc que je sais que tu mets en place, ou du moins que tu mettais en place jusqu'à récemment. C'était un style d'entraînement qui alliait la force et le volume, et en même temps qui condensait un petit peu l'exercice. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça? Est-ce que tu peux nous C'est en exactement ça. Alors, ben, du présenter? coup, en l'occurrence, je tiens ça entre guillemets de ce fameux Nicolas De Paoli. Mhm. C'est simplement un EMOM en fait. Donc, les EMOM qu'on peut retrouver au CrossFit, qui Carrément. signifie simplement every minute on the minute. Donc, l'idée, c'est simplement à chaque minute de partir pour ton travail. Moi, ce que je fais en fait, c'est des séries très courtes, donc des séries principalement d'une répétition. Ok. Donc, chaque minute, je pars pour une répétition sur un mouvement donné. En général, au CrossFit, tu sais, ils font un combo, un enchaînement d'exercices, pas mal de répétitions, etc., pour chercher l'intensité, pour chercher le cardio, etc. Moi, en l'occurrence, j'aime bien ça, tout simplement parce que déjà, j'aime bien la force et ça me permet de faire des barres ou en tout cas des charges relativement lourdes sur une seule répétition. Mhm. En général, on est aux alentours, moi en tout cas, je charge aux alentours de 80% de mon maximum sur une rep toutes les minutes pendant 10 minutes. Ok. Et c'est vrai que finalement, ça te permet d'avoir une charge de travail qui est relativement élevée pour ce travail en force, sans avoir à y passer des heures. On le sait, Mhm. hein, quand on fait des exercices de force, quand on travaille en force sur des séries très courtes, mais très Ah oui. lourdes, on Ouais. prend gros minimum 3 minutes de récupération Ouais, entre carrément. chaque série. Là, Mhm. l'idée, c'est de réussir à faire, par exemple, au développé couché, 10 répétitions en 10 minutes
à une charge qui est finalement assez élevée. Donc, si par exemple, j'avais choisi de faire un 5x5 à 85% de mon 1RM, ça m'aurait fait une quinzaine de reps, 25 reps. Si tu prends 5 minutes de récup, Ouais. tu prends vite une demi-heure pour faire tout ça. Alors que 10 répétitions en 10 minutes, bouclé, et tu optimises ton mouvement au final, parce que sur une répétition, tu mets tout en place pour que ta répétition soit parfaite, la plus D'accord. irréprochable possible. Donc pour moi, ça a que des avantages techniques, en termes de force, en termes de volume. Et en plus de ça, tu te fatigues pas tant que ça et tu n'y passes pas des heures, quoi. Donc Ouais, c'est c'est vrai ça. que c'est un format d'entraînement qui est assez intéressant. Ouais. Ouais, c'est assez intéressant. Déjà, c'est ce qu'on disait la dernière fois, que ça t'aide aussi à vachement cadrer ta progression, vu que ben, Ouais, tu peux pas te mettre à faire 3 minutes de repos, une séance, l'autre faire 2 minutes, etc. C'est vachement c'est cadré. ça. Donc, c'est super pratique. Et Et aussi, c'est ben, vrai que si tu veux pas passer ta vie à la salle, c'est super. c'est ça, exactement. Déjà, tu passes pas ta vie, et puis c'est super simple à mettre en place. J'avoue que, alors évidemment, chacun s'entraîne de la manière qu'il préfère, hein. Mais moi, pendant des semaines, voire des mois, j'ai maintenu ce même rythme Mhm. en push-pull leg Ok. par séance, 3 exercices, simplement. Exemple, séance push, développé couché, développé militaire, dips, et même 10 minutes sur chaque mouvement. Avec l'échauffement, on va dire 5-10 minutes, même pas. Ça me fait une séance de 40 minutes dans laquelle j'ai fait 30 reps en tout sur des mouvements que j'aime bien, que je trouve pertinents, sans y passer des heures. Et les progrès sont là, hein, puisque les charges suivent et le progrès se voyait de semaine en semaine. Donc, Ah bah oui, c'est sûr. Puis j'imagine avec un volume aussi bas, tu pouvais vachement progresser assez rapidement. J'imagine tu faisais quoi, un truc linéaire de semaine en semaine ou... honnêtement, je gardais à peu de choses près le même format. Ça m'arrivait de temps en temps éventuellement de rajouter des petits exercices d'assistance. Mhm. Ça m'arrivait, je t'avoue que moi finalement, je m'entraîne un peu au jour le jour en fonction de mes envies, de mon humeur du jour, etc. Autant que possible, j'essaie de rester cadré pour voir justement s'il y a des progrès. Mais un minimum 10 minutes sur un développé couché, par exemple, où tu vas faire sur une semaine 100 kilos 10 fois sur 10 minutes, Mhm. peut-être que la semaine d'après, tu vas réussir à passer à 102,5, etc. Et en tout cas, c'est ce que moi j'essayais de maintenir autant que possible, garder une légère progression chaque semaine. Et finalement, ça marche plutôt bien. Ouais, tu voyais que vraiment il y avait une progression, que ça te permettait de prendre du plaisir, C'est ça. progresser, faire des entraînements rapides. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément d'idée de comment progresser en force, sans trop en faire, ou les mecs qui ont tendance à dire qu'ils n'ont pas le temps, etc. Bah, vous avez le temps pour ça, je pense. 30 minutes, Là, en l'occurrence, cette excuse n'est plus valable. ouais, par contre, c'est vraiment léger. Donc, c'est possible de progresser en très peu de temps, bien évidemment. Et du coup, Exactement. est-ce que tu as eu des petits... donc, tu es passé par plusieurs étapes au sein de ta carrière d'athlète et de coach. Et est-ce que tu as eu des phases d'expérimentation plus sur le côté ben, récupération, sur le côté, je ne sais pas, mental, sur le côté diète? Ça fait beaucoup de questions en Ouais, même temps, mais est-ce que tu as eu des changements comme bah ça? écoute, c'est vrai que de base, moi, déjà depuis le judo, très rapidement, quand j'ai commencé la musculation, je savais que j'avais du retard au judo, puisque j'ai repris en tout cas relativement tard. J'avais clairement un manque au niveau technique et j'avais surtout un manque au niveau physique. Ok. Donc, très rapidement, je me suis dit, il faut que tu arrives à tout mettre en place pour optimiser et essayer de rattraper tout ce temps perdu pour être le meilleur sur le tatami. Donc Mhm. très vite, je me suis intéressé à l'alimentation, je me suis intéressé à la récupération, comment être le plus performant et réussir à être régulier finalement toute l'année, éviter les blessures, etc. J'ai fait pas mal de phases un peu d'expérimentation, comme tu l'as dit. J'ai testé un régime végétarien qui a été suivi pendant à peu près un an. Ah non? J'ai Ok. testé à l'inverse, ouais, exactement. J'ai testé à l'inverse un régime totalement carnivore Ok. où je Combien mangeais de temps? uniquement des. Bon, alors ça, je l'ai tenu très peu, euh, non pas par manque d'envie ou quoi que ce soit, simplement par manque, on va dire, je ne saurais même pas te Un dire, lifestyle. un lifestyle, c'est ça. J'ai eu Mhm. mon déménagement sur Bordeaux qui est arrivé entre-temps. Ok. C'est tout plein de choses qui ont fait que je ne l'ai pas tenu dans le temps. J'essaye Ouais. autant que possible de m'y tenir. C'est-à-dire que là, au lieu d'être à 100% carnivore, je suis à 80% carnivore. Ok. Mais en tout cas, ouais, c'est ce que je tiens depuis l'été dernier jusqu'à présent. Donc pas à 100%, mais je mange majoritairement de la viande. Ok. Et c'est vrai que
peu importe ce que j'ai pu expérimenter, j'en ai tiré des choses positives, négatives. En tout cas, ça me fait grandir et ça me permet d'en apprendre un peu plus sur moi et sur les réactions que mon corps peut avoir sur tout Ouais, ça. c'est aussi surtout beaucoup d'expériences personnelles. C'est Alors ça. après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas bien, enfin qu'il n'y a pas mieux, que c'est le meilleur truc ou que c'est un truc pas très bien. Enfin bref, peu importe. C'est ça. Il n'y a Surtout, jamais rien d'universel de toute façon. Et moi, j'avoue que c'est ce que j'aime bien dire à mes élèves et puis même à mes proches, hein. Mhm. Il faut être convaincu de ce qu'on fait. Il faut savoir pourquoi on le fait. Et puis, il faut le faire sans se prendre la tête, tout simplement. Carrément. À partir de ce moment-là, tu es obligé de progresser. C'est ça. Et puis en plus, t'es pas dans une optique de c'est absolument ça qui marche. Je veux dire, t'expérimentes. La preuve, sinon, tu n'aurais pas testé les deux extrémités. C'est ça. C'est ça. Et, euh, et voilà, tu testes. Si ça ne le fait pas, en plus, là, quand tu parles de lifestyle, voilà, si ça colle pas avec ta vie actuelle, parce que bon, C'est ça, il ne faut pas se forcer finalement, hein. ouais, ouais, c'est ça. Il y a Simple. plein de choses qui peuvent se mettre sur le chemin comment dire, de la réussite vis-à-vis d'un régime, hein. Ça peut être le coût, ça peut être ton environnement, tes proches, etc. Ça peut être Mais, énormément de choses. mais voilà, tu as testé. En plus, là, maintenant, tu as trouvé un truc qui te plaît. Et du coup, juste pour revenir un petit peu à ce côté viande, carnivore, etc., est-ce que tu peux préciser quel type de viande tu manges? Parce que voilà, souvent, il y a des personnes qui vont, Ouais. notamment dans certains régimes, etc., comme ça, qui vont penser que la viande, c'est la même viande que lors d'un régime drastique, par exemple, une viande vraiment maigre, tu vois, des steaks hachés 5%, etc. Est-ce que c'est Mhm. ça ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu différent? Alors, ouais, au contraire, moi, du coup, je mange majoritairement de la viande rouge, quasiment Ok, exclusivement de la viande rouge. Et c'est ok. vrai que du coup, par contre, je mets l'accent sur la qualité de ma viande. Mhm. C'est sûr que c'est pas forcément donné à tout le monde, ça reste un budget, mais c'est vrai que je mets l'accent sur une viande de qualité, une viande autant que possible, d'ailleurs de toute façon uniquement ça, élevée en plein air, Vraiment. élevée à l'herbe, nourrie à l'herbe en tout cas, etc. Et je t'avoue que finalement, j'étais à l'époque en tout cas vachement réticent à tout ce qui est masse grasse. Dans mes yaourts, par exemple, dans mes fromages blancs, je prenais tout le temps du 0%. Ouais. Dans ma viande, j'essayais de prendre du 5%, pas plus. Au contraire, aujourd'hui, je me rends compte que le gras, les lipides, donc le gras principalement au niveau de la viande, de tout ce qui est produits laitiers, du beurre, etc. Ça a la vie dure, mais c'est ce qu'il y a de plus important, je pense en tout cas, à mon Mhm. goût, pour être en bonne santé. Protéines, lipides de bonne qualité, quoi, et viande rouge principalement. Ouais, tu as senti que toi, en tout cas, tu réagissais vraiment mieux à ces Ouais, macros-là, le côté exactement, lipide qui te donne l'énergie, etc. c'est ça. Et c'est Ok. vrai que finalement, encore une fois, hein, c'est uniquement du travail et de l'expérimentation, mais tu m'aurais dit à l'époque où je faisais du judo, par exemple, ne mange pas de glucides pendant ne serait-ce qu'un seul jour, je serais devenu fou. Je pense que je t'aurais dit, mais t'es fou, comment je vais faire pour avoir mon énergie, etc. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte uniquement en testant mon régime carnivore l'été dernier où j'étais vraiment 100% carnivore, donc Mhm. pas un seul glucide pendant 2 semaines. Je me suis jamais senti aussi bien, autant en forme, etc. Et Donc, par rapport à la définition musculaire, la masse grasse, etc. Parce que bon, c'est des produits qui sont assez gras, et on peut se dire, bon, si certains ont des notions de base en nutrition, on sait que voilà, un lipide, c'est beaucoup plus calorique, entre guillemets, c'est ça. qu'un glucide. Si on prend les deux sources d'énergie faisables, la protéine, c'est autre chose, mais est-ce que est-ce que tu as quand même senti une différence sur ton corps? Est-ce que tu as pris du gras? Est-ce que tu as séché? Est-ce que... Et c'est ça. Moi, je t'avoue, alors pendant cette période-là, je m'entraînais un peu moins que d'habitude parce que Mhm. j'étais en vacances et que, bah, écoute, j'ai pas forcément une énorme envie de m'entraîner. Je maintenais quand même un minimum de 2 3 entraînements par semaine. Mais c'est vrai que malgré tout, j'ai perdu énormément de masse grasse, même si de base, je ne suis pas quelqu'un de très, très gras. Ok. Et j'ai maintenu, si ce n'est développé, une masse musculaire un peu plus importante que d'habitude. Ok. Et comme tu dis, ça peut paraître paradoxal dans le sens où les lipides sont plus caloriques que les glucides. Et tout ça, ça m'a amené à réfléchir, à avoir vraiment la nutrition sous un autre angle, à remettre entre guillemets en cause ce système de calories. Euh, Mhm. Parce que même si je me suis jamais entre guillemets pris la tête à compter mes calories, etc., dans mon régime carnivore, finalement, je me rendais compte qu'avec
la masse de lipides que je pouvais manger chaque jour, je Voilà. pense que je devais exploser mon quota calorique Ouais. que j'ai pu avoir depuis des années. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je me remets un petit peu en question à ce niveau-là. Et la calorie, je la vois un petit peu différemment de comment je pouvais la voir à l'époque, en tout cas. Mm. Et, euh, et pour finir sur ce genre d'expérience culinaire, est-ce que tu as senti une différence? Alors là, on n'est plus. C'est pas forcément une question de carnivorisme, de viande ou non, de végétarien, peu importe. Mais est-ce que tu sens une différence en termes de satiété? Est-ce que ça te cale plus, par exemple, un repas qui va être composé majoritairement de glucides et un repas qui va être majoritairement composé de lipides, fais végétariens? bien d'en parler. Tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que moi, depuis toujours, avant même d'être sportif en tout cas, je suis quelqu'un qui mange énormément, Mhm. quelqu'un qui a besoin d'ingurgiter des plats, des calories, des calories, des calories. Quand j'étais au judo, avant même de tester mes régimes carnivores, végétariens, etc., je mangeais environ 5 repas par jour. Ok. 5 vrais repas par jour. Mhm. C'est-à-dire un vrai petit déj copieux avec des œufs, de la viande, etc. Des glucides matin, midi, soir, entre les collations, etc. Et c'est vrai qu'en testant ce régime carnivore, je me suis surpris à ne manger que 2 fois dans la journée. Et finalement, Ok. c'est un rythme d'alimentation qui s'est installé naturellement, c'est-à-dire que je ne me prenais pas la tête à me dire il faut que je mange matin, midi, soir, il faut que je mange, etc. Finalement, je voyais les choses comment je mangeais quand j'avais faim, jusqu'à ne plus avoir faim. Et le rythme, en tout cas, personnellement, qui s'est mis en place assez rapidement, c'est que je mangeais à midi, plus ou moins. Ouais. Je me réveillais vers 8 heures. Je n'avais pas forcément faim au réveil. Donc, je mangeais à midi quand je commençais à avoir faim. Je mangeais jusqu'à ne plus avoir faim. Ok. Et j'avais plus faim jusqu'à 20, 21 heures. Et quand je ressentais la faim vers 20, 21 heures, pareil, comme à midi, je remangeais jusqu'à ne plus avoir faim. Et c'est vrai que finalement, c'était assez surprenant d'ailleurs comme expérience, mais je me rendais compte que vraiment, ouais, j'étais beaucoup plus calé, rassasié, et je sentais que j'avais plus besoin de me forcer. C'est bizarre, mais quand tu manges, tu sais, une tonne de pâtes, etc., tu finis ton assiette, par moment, tu sens que tu commences à être lourd, mais tu dis, Ah ouais. oh, j'en ai encore, tu vois. C'est Alors vrai, ouais. que en régime carnivore, en tout cas, c'était vraiment la réflexion que je m'étais faite. Ça pouvait m'arriver, avant même de finir mon assiette, de commencer à sentir la satiété et me dire, bah, écoute, j'ai plus faim, Hmm. donc je vais pas me forcer, et puis j'ai assez mangé, j'ai nourri mon corps, il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc là, on Ouais. rappelle que actuellement, t'es pas forcément, tu suis pas forcément ce régime-là, c'est ça? Tu Je mange varies. majoritairement de la viande, plus qu'en tout cas pendant des années à l'époque, mais je mange quand même toujours un peu de glucides à côté. Je ne suis pas 100% carnivore en tout cas en ce moment. Ouais. Et on rappelle bien évidemment qu'on n'est pas des médecins, hein, c'est un avis qui est personnel. C'est de l'expérience, c'est pas forcément ce qu'on va Exactement. conseiller à tout le monde. Donc, commencez pas à nous chasser avec des lances en flammes, hein, les gars. C'est juste des retours sur expérience. Exactement. Et du coup, bon, déjà, c'est pas mal. On commence à avoir un petit portrait de la personne qu'on a en face qui commence à se dessiner. Je voulais juste finir parce que tu as recommencé, on va dire, le sport assez tard. Tu vois, Ouais. 17 ans, c'est assez tard. Bon, on a souvent des personnes qui nous disent qu'ils ont commencé le sport à 2 piges, ils font ça toute leur jeunesse, etc. Toi, tu as recommencé assez tard, entre guillemets, même si 17 ans, c'est rien. 17 ans, c'est Ça super reste jeune. jeune. Ça reste Ça jeune. reste jeune. Mais bon, maintenant, là, tu es sur une bonne lancée. Normalement, tu ne devrais pas arrêter. Là, Est-ce que normalement, ça devrait être bon. Ouais, Ouais, ça devrait ça être bon. Plus maintenant, c'est ton métier. Normalement, tu es un petit peu ouais, en habitué plus, à faut en montrer faire. l'exemple. Est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils, je pense que ça sera le mot de la fin, pour les jeunes sportifs qui n'ont pas forcément un objectif euh, très précis, hein, donc pas forcément devenir un champion de bodybuilding, pas forcément devenir champion de marathon ou ou de se préparer pour tel ou tel sport de haut niveau, mais qui souhaiteraient développer leur physique et juste devenir en meilleure santé, on va dire, juste développer un physique Ouais, plus sain, on va dire, hein. Est-ce que tu as des pistes de travail, des pistes d'habitude, et- des choses écoute, honnêtement, comme tu l'as dit, de toute façon, l'idée, c'est de se dire simplement, je vais le faire pour être dans un premier temps en bonne santé. hmm. Donc, quand tu sais pourquoi tu le fais, et cet argument, c'est le meilleur, hein, parce qu'être en bonne santé, ça n'a pas de prix. Quand tu sais pourquoi tu le fais, finalement,
n'as pas spécialement besoin de te dire j'ai besoin de conseils, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, j'ai besoin de motivation, etc. Quand tu te dis je le fais pour être en bonne santé, je le fais pour être en forme, je le fais pour vieillir en meilleure santé, etc., ça se fait naturellement. Après, l'idée, pour ceux qui débutent, en tout cas, entre guillemets, ce serait d'y aller vraiment crescendo et de ne pas se fixer un milliard d'objectifs à la fois et de se dire je vais faire ça, je vais faire ça. Je pense que plus tu t'éparpilles, plus tu as envie de progresser sur un nombre incalculable de sujets, par exemple, moins tu vas progresser. Hmm. Fixe-toi un objectif précis, relativement simple à attraper, entre guillemets, au début. Puis une fois que tu l'as attrapé, tu progresses progressivement. Tu te rajoutes d'autres objectifs. Et c'est comme ça que je pense, en tout cas, tu vas progresser sur le long terme surtout. Ouais, donc ne pas se noyer dans 12 Ne 000. pas se noyer, ne pas se précipiter, vraiment faire les choses étape par étape, petit à petit, et encore une fois, toujours sans se prendre la tête. Je pense que Bien c'est le sûr. plus important. Faire ce que tu aimes et ne pas te prendre la tête. Ouais, c'est le plus important. C'est ce qui te fait tenir, je pense, au long terme, que Ouais, ce soit pour exactement. la diète, pour l'entraînement, pour le Ça. travail, pour plein de trucs. C'est vraiment faire ce qui te plaît. Ça aide. C'est, je pense, le plus important par rapport au côté efficace d'une pratique, je pense. Tu vois, C'est ça. encore plus important, je pense. Et Je pense que tant que tu fais ce que tu aimes, tu n'as pas forcément besoin de motivation finalement. La motivation, c'est assez bizarre, hein. J'ai l'impression que c'est un terme qui existe uniquement pour se motiver à faire des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire. Donc ça peut être bien finalement pour t'aider à sortir de ta zone de confort et aller chercher des choses qui sont un peu difficiles, mais dont tu as peut-être besoin. C'est vrai que finalement, si tu fais ce que tu aimes, normalement, tu n'as pas forcément besoin de motivation, tu sais, comme on peut l'entendre. Les gens en général, ils ont du mal à se motiver. Si tu as besoin vraiment à tout prix de cette fameuse motivation, je pense que peut-être que tu n'es pas au bon endroit au bon moment en tout cas. Mhm. Et auquel cas, ça peut être intéressant ben, d'être aidé, d'être conseillé, ou du moins Voilà. avoir peut-être les premiers pas. Ouais, Parce que bon, on sait que faire du sport, c'est bien pour la santé, hein, mais comment, tu vois? Comment? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire un régime? Est-ce qu'il faut faire ça? c'est sûr. Ouais, en plus, ce qui est difficile dans ce milieu, c'est qu'on a toutes les infos et son contraire, on ne sait jamais trop par quoi commencer. Donc, si vraiment tu as envie de commencer, tu ne sais pas forcément comment, ben, écoute, adresse-toi aux professionnels, entre guillemets, dans le secteur, que ce soit des médecins, des éducateurs sportifs, des nutritionnistes ou peu importe. Fais-toi accompagner et surtout, sois ouvert et remets tout en cause et apprends, expérimente. Et en tout cas, c'est ce que j'essaie de partager autant que possible à toutes les personnes avec qui je peux parler, hein. Carrément, Expérimenter, tester sur soi, c'est le plus important. c'est sûr. Mais en tout cas, pour ceux qui sont sur Bordeaux, encore une fois, et qui veulent se remettre au sport, se remettre en forme ou même devenir meilleur dans telle ou telle pratique, eh bien, sachez que Expert Sportif est ouvert. Même en période de Exactement. confinement, vous avez votre activité, c'est ça? On est ouvert, forcément, l'activité est réduite, hein, du coup. Bien sûr. On a quand même toujours accès du coup au coaching privé avec les athlètes de haut Privé. niveau qui ont le droit de continuer, aux D'accord. personnes munies d'un certificat médical, etc. Ok. Donc ça Et pour limite, l'instant, c'est que certains profils, hein, selon les dérogations, c'est ça? c'est que certains profils exactement. Ouais. Mhm. Écoute, en Pour l'instant, en espérant tout cas. ouais, en En espérant espérant que que ça. ça revienne très vite et que vous puissiez ben, Exactement. Ouais. faire découvrir la pratique à d'autres personnes. Et je voulais finir juste sur une question un petit peu ouverte, question un peu compliquée. Je suis désolé, Ouais, mais bon, tu vas y dis-moi. passer. Toi, c'est quoi être en bonne santé? Alors, pour me mettre en bonne santé, c'est simplement se sentir vivant au jour le jour, tous les jours, ne pas se sentir stressé, ne pas avoir de douleurs chroniques, ne pas avoir de gêne, et vraiment, ouais, je dirais se sentir vivant. Ça peut paraître assez faible comme réponse, mais pour moi, être en bonne santé, c'est être vivant, Hmm. tout simplement. C'est plus une sensation C'est qu'un plus une état de sensation plutôt que simplement me dire, t'as vu, regarde, j'ai mon papier que mon médecin m'a donné, mes prises de sang sont bonnes, je suis en Hmm. bonne santé. Pourtant, tu peux éventuellement te plaindre tous les jours d'avoir des petites douleurs aux articulations, mais ton taux de cholestérol sera bon sur le papier, etc. Peu importe. Pour moi, se sentir vivant, enfin être en bonne santé, c'est se sentir vivant et c'est une sensation, un sentiment vraiment qui se ressent mais au jour le jour. Mais écoute, c'est une excellente réponse. Excellente réponse et ça, je pense que ça résume bien ta philosophie, ta manière de penser Ouais, qui est exactement. positive et qui fait ta singularité. En tout cas, les gars,
Si jamais ça vous intéresse d'aller voir un petit peu plus en détail ce que fait Benjamin, encore une fois, vous pouvez aller voir sur Instagram, c'est bs.coaching ou prendre des renseignements directement au expert sportif à Bordeaux. En attendant, j'espère que ce podcast t'a fait plaisir. J'espère que ça t'a fait plaisir d'échanger aujourd'hui. Toujours un plaisir d'échanger avec toi, tu le sais bien, et c'est vrai que c'est toujours agréable ouais, de partager. De toute façon, le partage est important. Sûr. Si jamais pour les auditeurs, cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à me dire qui vous aimeriez voir pour le prochain épisode. En attendant, on se retrouve très très bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Merci encore. Ciao.